le cerveau, il fait en sorte d'être confortable. Il fait en sorte d'être dans ce qu'il connaît. Et ça, c'est important de le dire aussi, c'est que même si la situation présente est négative, que c'est violent, par exemple, sur des violences ou que c'est dévalorisant, etc., en fait, le cerveau, s'il trouve un écho à ce qu'il croit de lui, il va rester s'enliser dans la situation. Donc, par exemple, quelqu'un qui manque d'estime de lui, qui se dit je n'ai pas de valeur, je suis nul, dans une situation qui va lui donner cette impression, où il va être dévalorisé par l'autre, comme il connaît, j'ai pas de valeur, je suis nul, bon, voilà. Donc, je me sens pas bien dans la situation, mais ça résonne tellement avec ce que je crois déjà de moi que je reste là-dedans. En fait, j'ai du mal à m'en sortir. Quelqu'un qui n'a aucun problème d'estime de lui, dans la même situation, il va se dire « Wow, je me reconnais pas du tout là-dedans, non. Moi, je sais que j'ai de la valeur, je sais que je suis quelqu'un de bien. » Donc, il va s'éloigner de la situation. Voilà pourquoi on se retrouve dans des situations négatives, en fait. Donc, il faut aller toujours regarder qu'est-ce que ça vient dire de nous, en quoi ça résonne avec quelque chose qu'on a peut-être ancré à l'intérieur de nous. Donc, voilà comment on reproduit des schémas. Alors là aussi, pour les professionnels, j'ai envie de le dire, c'est que ce qu'on va répéter, c'est pas forcément les situations, ce sont les informations qu'on a intégrées. Donc, exemple concret, quelqu'un qui boit. Imaginons quelqu'un d'alcoolique, en fait. Peut-être qu'il va boire parce que il se sent dévalorisé quand il boit. Il boit, en fait, il se dit je n'ai pas de valeur, je suis une merde, je suis alcoolique, etc. Donc lui, ça sera cette question-là qui va se jouer. Donc on va aller rechercher quand est-ce qu'il a intégré ces croyances-là de lui par son passé. Un autre, peut-être boit aussi, mais lui, ça ne sera pas du tout ça qui va se jouer. Ça sera peut-être je suis en danger, je suis en insécurité. En fait, c'est une conduite à risque et il va se mettre en danger. Quand est-ce qu'il a intégré à l'intérieur de lui, je suis en danger, je suis en insécurité dans son histoire. Il y a des traumas à l'origine de ça où il a intégré du danger et de l'insécurité. C'est pour ça que moi j'évite beaucoup les étiquettes et je vois vraiment avec l'histoire de vie de la personne que j'ai en face. Parce que selon la personne, ça va être des informations dysfonctionnelles différentes selon son histoire de vie. Alors la sidération psychique. Quand on vit une situation qui est inhumaine, qui représente un choc, qui est impensable en fait, incompréhensible, violente, on ne va pas réussir à rationaliser, à mettre du sens sur ce qu'on est en train de vivre. Parce que spontanément, on a l'idée que le monde est bienveillant, en fait. On arrive au monde avec l'idée que le monde est bienveillant, que les gens sont gentils, qu'on nous veut du bien, en fait. Et donc, la situation, par exemple, sur des violences par les parents, des abus sexuels, de l'inceste, par exemple, en fait, c'est impossible d'imaginer que le parent puisse nous faire du mal alors qu'il est censé nous protéger, prendre soin de nous, par exemple. Et donc là, si le cerveau n'activait pas de sidération, il y aurait une telle décharge d'hormones du stress, en fait. Il y a tellement de décharge d'hormones du stress, d'émotions douloureuses, que ça amènerait à un court-circuit, en fait, ça amènerait à carrément un arrêt cardiaque ou un arrêt cérébral, vraiment, si on laissait que les hormones soient déchargées, en fait. Et donc, par protection, le cerveau va déclencher de la sidération psychique pour préserver la vie de la personne, en fait. Donc, la sidération psychique, ça va être les parties du cerveau ne se connectent plus, les émotions ne sont plus ressenties, les sensations physiques ne sont plus ressenties. En fait, on va être comme anesthésié pour ne plus souffrir, en fait, pour ne plus souffrir et pour que la décharge d'hormones s'arrête pour préserver la vie. Et donc, ça va donner des personnes qui vont se laisser faire, ne pas réussir à dire non, ne pas réussir à dire stop, ne pas s'affirmer, ne même pas pouvoir raisonner, ne même pas se rendre compte elles-mêmes qu'elles sont dans une situation négative, douloureuse, etc., en fait, parce que ça va être protecteur pour elles. Et donc là aussi, c'est un message qu'il faut faire passer absolument, c'est que la personne n'est pas coupable, responsable de ce qui lui arrive, et que si elle n'a pas réussi à dire non, à dire stop, à s'exprimer, c'est parce qu'il y a ce système dans son organisme qui s'est activé pour la protéger. C'est hyper important. Et donc du coup, les victimes de violences ont du mal des fois à en parler parce qu'elles se disent c'est de ma faute, j'ai pas dit non, j'ai pas dit stop. Et puis on le leur dit aussi. Éventuellement, l'agresseur va le leur dire par la suite pour les culpabiliser, ou l'environnement extérieur va aller pointer ça aussi. T'as pas dit non, t'as pas dit stop, voilà. Non, en fait, c'est ce processus qui fait qu'on va être sidéré. Et donc, c'est hyper dangereux parce que la personne va peut-être continuer à s'enliser dans des situations de violence parce qu'elle ne va pas connecter avec sa raison. En fait, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va
elle va éviter de connecter à la mémoire traumatique parce que ça va être trop violent pour elle. Donc, elle peut développer des conduites en fait de contrôle, d'hypervigilance. Par exemple, ça peut donner des TOC, des phobies, parce que ça va être protecteur pour elle de ne pas réveiller la mémoire traumatique pour que toutes les sensations négatives ressurgissent. En fait, les conduites d'évitement de la mémoire traumatique, elles ont leurs limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir un événement de vie, par exemple un décès, une séparation, changement de boulot, voilà, un événement de vie qui soit douloureux. L'organisme aura besoin de mettre de l'énergie pour gérer cet événement-là. Et donc, il aura moins d'énergie pour mettre de côté la mémoire traumatique. Donc, il y a des moments où ça peut ressurgir. Voilà. Parce qu'on a moins d'énergie pour mettre ça de côté. Et donc, ça remonte. Ça peut être aussi parce qu'il y a des déclencheurs. Donc, les déclencheurs, c'est ce qui va nous rappeler l'événement. Ça peut être une couleur, ça peut être un son, ça peut être une image, une odeur. Et donc, là aussi, la mémoire traumatique peut remonter. Donc, il y a des situations où la mémoire traumatique, elle remonte. Et donc, quand elle remonte, la personne, ce qu'elle va chercher à faire, c'est à créer ce court-circuit qui est protecteur. Et donc là, on peut en venir à la question des substances. La personne peut aller rechercher à l'extérieur des substances anesthésiantes. Donc l'alcool, la drogue, pour en fait créer ce bug, créer cette anesthésie et bloquer la mémoire traumatique. Et d'ailleurs, les gens le disent, hein, je bois, ça m'empêche de penser. Voilà, ça me permet d'oublier, par exemple. Et parfois, il y en a qui vont aller rechercher la production de substances à l'intérieur, donc la décharge d'hormones du stress, qui serait tellement puissante que ça créerait ce court-circuit dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut qu'il y ait une sacrée décharge pour que vraiment le cerveau crée ce bug. Et donc là, quand c'est interne, ça va être par exemple de l'automutilation, de la violence sur soi, en fait. Ça peut être de la violence sur l'autre. Donc là, on en arrive aux agresseurs qui, en réalité, sont d'anciennes victimes, en réalité. Et donc, cette violence qui va être exercée sur soi ou sur l'autre va créer cette décharge de stress. Parce qu'on n'est pas détendu quand on fait du mal à l'autre, en fait. Hein. Il y a du stress, il y a de la colère, il y a de la rage. Et donc, au niveau des hormones du stress, cortisol, adrénaline, ça décharge à fond jusqu'à ce qu'on arrive à ce bug. Et la personne, l'agresseur, du coup, aussi, parfois ne se rend même pas compte du mal qu'il est en train de faire à l'autre. Il y a comme une anesthésie au niveau émotionnel. Il ne ressent pas d'émotion, il n'a pas de sensation physique, il n'a pas l'alerte qui lui dit « Stop, gars, tu es en train de faire… » Enfin, je dis « gars », mais ça peut être femme. Hein. Tu es en train de faire du mal à l'autre. Donc, il n'a pas ce signal. Et donc, il continue à être dans cette violence sur l'autre ou sur lui. Voilà. Donc, c'est hyper dangereux. Hein. C'est hyper dangereux. Et le schéma risque de s'amplifier et créer de nouvelles victimes qui vont à nouveau peut-être continuer à être dans cette position de victime ou devenir agresseur. C'est un circuit sans fin.